Voilà, et donc nous allons parler aujourd'hui des fondements de l'existence avec peut-être une introduction sur les mathématiques. Bonjour. Jean-Christophe, donc à toi la parole, est-ce que tu peux te présenter succinctement? Bonjour, je me présente, je m'appelle Jean-Christophe Gottin, je suis chercheur en mathématiques et philosophie. J'ai fait 22 ans d'études supérieures après le bac, c'est-à-dire que j'ai fini à 40 ans mes études. Ce fut long et douloureux, mais à la fin, ça m'a donné les connaissances nécessaires pour comprendre et découvrir des nouvelles théories mathématiques, dont la première que j'expose maintenant, c'est les fondements de l'existence, son titre. Et c'est la première modélisation mathématique de l'état émotionnel d'un être humain. Ça peut paraître très surprenant pour la majorité des individus, parce que pour beaucoup de personnes, quantifier les émotions est un problème insoluble. Pourtant, un célèbre jeu d'enfant dit concernant l'amour, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Pas du tout. Et alors, donc, qu'est-ce qui t'a conduit à avoir envie de modéliser comme cela les fondements de l'existence? Ben en fait, d'abord, quand j'étais jeune, jusqu'à mes 18 ans, et même après, en fait, j'ai cherché à me comprendre moi-même. Comment je fonctionnais, pourquoi j'étais triste, comment j'étais joyeux, tout ça. Puis après mes 18 ans, j'ai commencé sérieusement à m'intéresser aux autres. Et j'ai cherché aussi à les comprendre, les autres, et plus particulièrement les femmes. Donc j'ai cherché à modéliser les femmes pendant des années, jusqu'à ce que je comprenne que les hommes et les femmes sont régis par les mêmes lois. Et ça, ce fut une véritable surprise, parce que je croyais que les hommes et les femmes étaient très différents. Et donc là, pour cela, donc tu as trouvé combien de lois et comment sont-elles organisées? Et bien en fait, la base de compréhension, ça s'appelle des postulats. C'est-à-dire qu'aucun être humain n'a la science infuse. Donc on est obligé nécessairement de partir de postulats. Historiquement, le premier mathématicien qui a pondu un postulat, c'est Euclide, qui a dit que son premier postulat, par deux points, passe une droite. Bon, les postulats, en fait, ressemblent, une fois qu'on les a compris, à des évidences. Mais ces évidences, personne n'est capable de les démontrer parce qu'on n'a pas la science infuse. Donc je bâtis un système de 8 postulats. Et après, j'ai découvert aussi une myriade de théorèmes. Et j'en donne que 9 dans mon livre, parce que les autres pourront être redécouverts par d'autres mathématiciens. Et alors, donc, quelle est la relation entre les postulats et les théorèmes? Et ben en fait, les postulats, c'est si on faisait une métaphore pour si on disait qu'une théorie, c'est la construction d'une cathédrale, et ben les postulats seraient les fondations et les théorèmes seraient les briques successives qui montent de plus en plus haut jusqu'à atteindre le sommet de la cathédrale. Et donc il y a 8 postulats, donc on peut peut-être commencer par le premier postulat, donc, qui permet de modéliser les fondements de notre existence. Oui, alors en fait, je rappellerai d'abord juste la définition d'un postulat. C'est une hypothèse que l'on suppose vraie. Et après, deuxième définition que je rappellerai, celle d'un concept. Un concept en métaphysique, c'est une catégorie fondamentale de l'existence. Par exemple, le bien, l'amour, et 16, il y a 16 concepts. Donc mon premier postulat, c'est je dis que les 16 concepts existent. Mais bon, c'est pratiquement une évidence. Parce que tout le monde, enfin, la majorité des gens savent bien que le bien, le mal, l'amour, la guerre, tout ça existe.
Donc, le premier postulat est vraiment une évidence. Mais on est obligé de partir de là. Après, le second postulat est beaucoup plus compliqué à comprendre. Il dit que tout concept a un concept opposé et leur couple forme un yin-yang. Par exemple, il y a 8 couples de concepts opposés, 8 fois 2 égale 16. Donc, d'abord, je vais les donner dans l'ordre de complexité. D'abord, le bien face au mal. La guerre face à la paix. L'harmonie face au chaos. L'amour face à la haine. La justice face à l'anarchie. La science face à l'art. La sagesse face à la folie. Et le destin face au hasard. J'ai mis des années et des années avant de comprendre ces 8 couples d'opposés. C'est pas simple du tout, et dans mon livre, j'explique un peu plus en profondeur. Donc, ce qu'il faut comprendre, déjà avec ce premier et deuxième postulat, c'est que tout être humain est soumis constamment à ces 16 concepts. Donc on a parlé du premier postulat qui était que donc, ces concepts existaient, et que le second postulat, c'est donc ces concepts s'opposent deux à deux, donc en yin-yang. Et est-ce qu'on peut parler maintenant de ce que c'est qu'un catex? Alors, en fait, je rappelle la définition d'un concept. C'est une catégorie fondamentale de l'existence. Donc, c'est ce qui englobe tout dans un concept. Mais en fait, chaque concept se décompose en une myriade de catex. Et en fait, un catex, ça vient de cat pour catégorie, ex pour existence, catex. Sa définition, c'est une catégorie de l'existence. Et par exemple, la science, qui est un concept, se décompose en plusieurs catex, les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, et etc. Et donc, est-ce qu'on peut estimer le nombre de catex qui peuvent exister, ou est-ce que c'est quelque chose qui est finalement infini? Alors non, c'est pas infini, mais c'est un nombre astronomique. Rien déjà qu'en maths, le nombre de catégories de chapitres différents que l'on a est astronomique. Par exemple, la science, c'est un concept, mais c'est aussi un catex de niveau 0. Et chaque catex d'un certain niveau se décompose en plusieurs catex de niveau supérieur. Par exemple, les mathématiques, c'est un catex de niveau 1. Et les mathématiques se décomposent en catex de niveau 2, qui sont l'algèbre, la géométrie, l'analyse, la topologie, etc. Et l'algèbre, qui est un catex de niveau 2, se décompose en plusieurs catex de niveau 3, qui sont l'algèbre homologique, la théorie des groupes, la théorie des corps, et etc. Et donc, on a vu qu'il y a 16 concepts donc, qui existent tous, postulat 1, qui se complètent ou s'opposent en yin-yang, postulat 2, qui se décompose en catex, donc ça c'est le postulat 3. Non, alors le postulat 3, il donne l'algèbre des catex. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux faire quand tu prends deux catex? Comment tu peux les combiner? Eh bien, en fait, il y a 3 opérateurs. Il y a le et, le ou et la loi de composition. Par exemple, si on prend amour et guerre comme 2 concepts, eh bien, on peut réfléchir à l'amour et la guerre, ou bien l'amour ou la guerre, et après les 2 lois de composition inversées. C'est-à-dire, on peut faire l'amour de la guerre, ou bien la guerre de l'amour. Et on remarquera que c'est pas pareil, l'amour de la guerre et la guerre de l'amour.
Et donc, donc on a vu qu'il y avait ces 16 concepts. Et pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autres? Alors là, j'avoue mon ignorance, j'en ai découvert 16, mais je ne suis pas sûr qu'il n'y en ait pas d'autres. Et si on en découvrait d'autres, est-ce que Ah bah ça ça remettrait s'intègre. tout en cause Ah ou pas du pas? tout, je l'intègre directement à ma théorie. Je rajoute un couple de concepts opposés. Bon bah pourquoi pas, je peux en rajouter autant que je veux dans ma théorie. Donc là, on a vu qu'il y avait des concepts, qu'ils étaient uniques, qui donc étaient opposés deux à deux en yin-yang, qu'ils se décomposaient en catex et qu'il y avait une algèbre du catex, donc le postulat 3, avec trois opérateurs. Et maintenant, quel est le quatrième postulat? Alors celui-là aussi, le quatrième postulat est très surprenant. Il dit que toutes les suites de concepts existent. C'est-à-dire qu'on peut faire, par exemple, la science de l'harmonie, de la sagesse, du bien, par exemple. N'importe quelle combinaison de concepts avec n'importe quel opérateur. Et je dis, dans mon quatrième postulat, qu'elles existent toutes ces suites. Comme conséquence immédiate, puisque toutes les suites de concepts existent, donc tous les couples de concepts existent aussi. C'est des suites à deux éléments. Et donc, dans mon graphique, dans mon livre, vous verrez les 16 concepts d'un côté, les 16 concepts de l'autre, et toutes les flèches qui vont d'un concept à un autre. Comme on a 16 concepts à gauche, 16 concepts à droite, il y a donc 256 couples de concepts. Ce qui peut paraître très surprenant pour certains et pas pour d'autres. Par exemple, pour l'amour, c'est bien connu qu'on peut aimer tout ce que l'on veut. On peut aimer n'importe quoi. On peut aimer n'importe quel concept. On peut aimer le bien, bon, ça c'est assez courant. On peut aimer le mal, comme un sadique, comme le marquis de Sade. On peut aimer la science, comme moi, ou Einstein, ou compagnie. On peut aimer l'art, comme Picasso, Mozart. Donc, on peut aimer n'importe quel concept. Ça, c'est relativement connu. En revanche, ce qui est moins connu, par exemple, c'est pour la sagesse. C'est bien sûr la sagesse est un concept dont se compose avec les 16 autres concepts. Mais la majorité des gens, surtout les pacifistes, ne voient la sagesse que dans la paix. Et oublient qu'il y a la sagesse aussi dans la guerre. Et donc, on a vu ces différents postulats par rapport au concept, mais donc tout ça, ce sont finalement les fondements de l'existence. Et alors, donc, ça veut dire que quand on est dans une certaine situation, pour pouvoir modéliser tout ça, il faudrait être conscient de savoir quel concept on est en train de vivre ou Tout à fait. à l'instant T. Tout à fait. En fait, en général, on est soumis, en général, à 3-4 concepts en même temps, dont un est prépondérant. C'est-à-dire, en général, on a un concept qui est prépondérant, 2-3 autres qui sont assez élevés, et la majorité des autres sont négligeables. Par exemple, si vous êtes en soirée romantique entre un homme et une femme, par exemple, et bien là, vous serez clairement, principalement dans le concept de l'amour. Si vous êtes prof de maths et vous donnez un cours de maths en amphithéâtre, et bien là, vous serez dans le concept de la science, principalement. Et donc, à quoi ça sert de savoir qu'on est à tel instant T dans tel ou tel concept? Ben, en fait, il faut se rappeler la maxime de Socrate qui dit « connais-toi toi-même ». C'est-à-dire, c'est un premier principe de sagesse. C'est-à-dire, pour mieux s'adapter à son environnement et à la vie, il vaut mieux se connaître un maximum.
savoir dans quelle étagère, savoir mesurer son état émotionnel. Ça peut être d'une grande aide pour mieux s'adapter, premièrement. Deuxièmement, grâce à cette algèbre, je le fais en live tout le temps, ça vous permet de modéliser l'état émotionnel de l'autre. Donc savoir s'il est heureux, malheureux, triste, joyeux, ou je ne sais pas quoi encore. Et donc ça vous permet de mieux s'adapter à votre interlocuteur, puisque vous connaissez votre état émotionnel et l'état émotionnel de votre interlocuteur. Donc grâce à ça, vous pouvez plus vous adapter à l'environnement et donc avoir une vie au bout du compte meilleure. Donc là, jusqu'à maintenant, donc on a vu 4 postulats par rapport à ces concepts, ces catex, comment on pouvait les associer, comment on pouvait les combiner. Mais il y a un 5e postulat qui, il paraît, est révolutionnaire. Oh là là que oui. Alors là, c'est le dernier des 8 postulats que j'ai trouvé. Et ça m'a mis un temps incroyablement long avant de réussir à découvrir cette idée, ce nouvel objet mathématique. Donc en fait, mon 5e postulat, il dit que tout concept, donc il y en a 16, a un espace-temps, ensemble-temps, énergie, information propre. C'est-à-dire, d'abord, l'espace-temps, c'est le contenant. Il faut imaginer que chaque concept, c'est, si on devait faire une métaphore, chaque concept, ça représente quelque part, par une métaphore, une bibliothèque. Et ça, c'est l'espace-temps. À l'intérieur de cette bibliothèque, vous imaginez que vous avez plein de CD-ROM, et ça, c'est les ensembles-temps. Et à l'intérieur des CD-ROM, il y a plein d'énergie-information, comme la métaphore musicale, comme dans chaque CD-ROM, vous avez plusieurs pistes de lecture de musique différentes. C'est une première métaphore pour imaginer ce que c'est qu'un espace-temps, ensemble-temps, énergie-information. C'est vraiment compliqué. Alors, prenons les choses par le commencement. Le concept d'information est bien connu en mathématiques, par la théorie de Shannon, de Kolmogorov et compagnie. La théorie de l'énergie est aussi bien connue en sciences, depuis des siècles. Il y a l'énergie potentielle, l'énergie électrique, et bien sûr, depuis Émile Noether, avec son théorème de mathématiques, on sait que l'énergie se conserve. Mais ça, c'est la vision matérielle de l'énergie. Et donc, j'ai eu l'honneur de découvrir un nouveau objet mathématique qui est la fusion de ces deux concepts, énergie et information. Fusionner, ça donne l'énergie-information. Par exemple, lors d'une histoire d'amour que vous avez certainement vécue auparavant, votre femme ou votre homme vous a dit des fois « je t'aime » et peut-être plusieurs fois dans la même soirée. C'est la même information. Pourtant, vous avez ressenti, vous, en fonction des différents je t'aime, des différents événements, tout ça, pas la même émotion par rapport à ce je t'aime. Donc, en fait, cette même information n'avait pas la même énergie. C'est ça qui change. Pourtant, c'était le même je t'aime. Donc, en fait, il faut comprendre que chaque information possède une énergie qui est plus ou moins grande. Et après, qu'est-ce qu'un ensemble-temps ? Ça, c'est nouveau aussi. J'ai eu l'honneur de le découvrir encore une fois. Un ensemble, c'est bien connu. Depuis Cantor et puis tous les successeurs, on maîtrise assez bien la théorie des ensembles. Mais c'est d'un point de vue statique. Un ensemble, en mathématiques, c'est quelque chose de statique. Ça ne bouge pas. L'ensemble des entiers naturels, par exemple, c'est 0, 1, 2, etc. Ça ne bouge jamais.
Et ça, c'est ennuyeux quand on parle de l'être humain, parce qu'on sait que l'être humain varie régulièrement. Et donc, c'est pour ça que j'ai introduit cette notion d'ensemble-temps fusionné. Et par définition, c'est assez simple en fait. C'est un ensemble-temps, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble qui varie dans le temps. Et donc, chaque concept a son espace-temps où vivent des énergies informations. Et ça, vous aurez plus d'explications dans mon livre. C'est une révolution scientifique. Et donc, chaque concept a son espace-temps. L'espace classique, dimension 3, comme l'espace matériel. En revanche, le temps. Jusqu'à maintenant, donc, on était habitué à une seule dimension du temps. C'est ça. C'est que depuis des millénaires, on ne prend qu'une dimension au temps, scientifiquement. Pourtant, une petite anecdote, depuis Einstein, il y a eu le célèbre débat Einstein contre Bergson. Einstein prônait que le temps n'avait qu'une dimension, et Bergson n'était pas content du tout et contredisait ça d'un point de vue philosophique et humain. Parce que lui, il disait que certaines secondes qui passaient, il avait ressenti un temps excessivement long, tandis que d'autres secondes qu'il avait passées lui avaient paru trop courts, suivant qu'on s'embête ou qu'on s'amuse. Le temps ressenti ne se passe pas à la même vitesse. C'est ce que disait Bergson. Et donc, maintenant, moi je m'inscris en faux contre Einstein et pour Bergson. C'est-à-dire que je dis maintenant que dans chaque espace-temps d'un concept, il y a deux dimensions temporelles. La première dimension temporelle, c'est celle des horloges classiques, c'est la première dimension du temps. Et après, dans chaque concept, il y a une deuxième dimension temporelle qui pourrait être compris dans une première approche comme le temps ressenti dans chaque concept. Donc j'introduis 16 nouvelles dimensions temporelles, une par concept, et donc 16 plus 1 égale 17. Donc dans mon modélisation de base, j'affirme qu'il y a 17 dimensions temporelles. Révolution scientifique. Et donc, en fait, suivant notre ressenti dans les différents concepts, donc on peut avoir un temps qui s'accélère pour l'amour et en même temps un temps qui se décélère vis-à-vis de la science. Par exemple, c'est vrai que moi, quand je suis dans une soirée romantique, en général, je ne fais pas de mathématiques. Donc, en fait, il faut imaginer la métaphore temporelle que j'ai découverte. C'est, imaginons, un orchestre, où le chef d'orchestre, c'est la montre. C'est la première dimension temporelle, c'est l'horloge. Et lui, il fait que de battre la seconde. Il bat la seconde tout le temps, de la même façon, seconde, seconde, seconde. Et puis, vous avez 16 instruments différents. Un par concept. Et après, chaque seconde du chef d'orchestre, les instruments jouent ou pas leur partition. Et en fait, si l'instrument ne joue pas pendant cette seconde, vous n'aurez aucune transformation émotionnelle dans ce concept. Et après, plus l'instrument joue de notes, plus vous aurez de transformation émotionnelle dans ce concept pendant cette seconde. Et donc là, on a parlé de 17 dimensions, mais en fait, on s'aperçoit, et c'est finalement le postulat 6, qu'il faut un nombre de dimensions infinies pour modéliser un catex. Oui, parce qu'en fait, il y a l'espace-temps d'un concept est de dimension 5, c'est-à-dire pour le visualiser quelque part.
C'est 3 dimensions d'espace, 2 dimensions de temps. Mais en revanche, l'énergie information, qui sont les éléments de cet espace-temps, d'un concept, rien déjà que l'information, pour gérer l'information d'un concept, et bien en fait, je modélise ça dans un espace vectoriel de dimension infinie sur le corps à 2 éléments. Mais du coup, une dimension infinie, est-ce que ça fait pas un peu peur? Ah ben ça, c'est très compliqué l'infini. C'est rempli de paradoxes. Je ferai une vidéo ultérieure sur les mystères de l'infini. Mais mathématiquement, à notre époque, au XXIe siècle, gérer les espaces de dimension infinie, on sait très bien faire. Par exemple, votre téléphone portable. Quand vous parlez à votre téléphone portable pour communiquer avec quelqu'un à l'autre bout de la Terre, eh ben, votre voix est captée par un micro et votre ordinateur, microprocesseur dans le téléphone portable, travaille dans un espace de Hilbert pour résoudre sa transformée de Fourier. Et c'est un espace vectoriel normé de dimension infinie sur le corps des nombres complexes. Donc, on sait très bien faire ça, et on a de multiples exemples d'espaces de dimension infinie. D'ailleurs aussi, en mécanique quantique, on utilise aussi l'espace de Hilbert depuis von Neumann, qui a découvert que c'était la meilleure mathématisation possible de la mécanique quantique. Et donc, on revient, oui, au fait que, il faut donc un nombre de dimensions infinies pour modéliser un catex. C'est ça, c'est très compliqué, parce qu'en fait, comme vous le savez certainement, vos émotions sont très subtiles, sont très particulières, et en plus, elles peuvent évoluer de façon totalement désordonnée parfois. Donc pour modéliser quelque chose d'aussi fin et d'aussi évolutif, ben vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de prendre un espace vectoriel de dimension infinie. Parce qu'il y a beaucoup de variables qui sont indépendantes. Comme pour les vagues, vous pouvez faire des vagues aussi serrées que vous voulez, ou aussi longues que vous voulez, comme la mer. Vous pouvez faire des vagues de fréquences plus ou moins grandes. Et la somme de ces vagues forme un espace de dimension infinie. Et donc, sinon aussi, on parle ensuite de prisme. Alors, pourquoi est-ce que la notion de prisme est introduite dans ces fondements de l'existence? Voilà, c'est le postulat 7. C'est-à-dire que l'état fondamental d'un individu est égal à l'union de ces 16 prismes conceptuels. Et un prisme conceptuel, c'est l'union de l'inné et de l'acquis pour cet être humain dans ce concept. C'est-à-dire, bon, c'est assez admis qu'on a un acquis dans tous les concepts. C'est une vérité de la palisse presque. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de notre existence, on a vécu plein d'événements relatifs à chacun des concepts. Par exemple, une fois on a fait le bien, une autre fois on a fait le mal, une fois on a eu une histoire d'amour, une fois on s'est engueulé avec quelqu'un, on a eu de la haine, une fois on a fait un coup de folie quand on était jeune, une fois on s'est dit tiens je vais être un peu sage. Donc en fait on a un acquis dans tous les concepts. Bon, ça c'est assez raisonnable. En revanche, la question de l'inné est plus problématique. Il y en a qui croient à l'inné, d'autres n'y croient pas. Pourtant, moi je reste persuadé que l'inné existe grâce entre autres à l'observation des tortues. Une tortue née de son œuf et sans voir personne, elle sait ramper, nager jusqu'à la mer, se nourrir et vivre jusqu'à la fin de sa vie sans aucun problème. Donc elle avait tout ça à la naissance. C'est ce qu'on appelle l'inné. Et donc un prisme conceptuel, c'est l'union
de l'inné et de l'acquis dans ce concept. Et ça, cette union d'inné-acquis, en fait, ces éléments, c'est des énergies informations. C'est un agglomérat, un prisme d'énergie information innée et acquise pour ce concept. Et je ne sais pas si vous connaissez le prisme, vous pouvez en voir sur Internet plein de photos. En fait, un prisme, en général, c'est une forme de pyramide où il y a une lumière qui arrive, monochrome, qui passe par le prisme et après qui se diffracte dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est très joli à voir. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une information, une énergie au départ, qui tape le prisme, et après, elle se diffracte en plein d'ondes multifréquentielles. Et donc, on en arrive au 8e postulat, le clou du spectacle, qui dit que l'état, maintenant, d'un individu, son état émotionnel, est égal à la résultante de la fonction de pondération appliquée à l'état fondamental. Dans la métaphore, ça veut dire que la fonction de pondération, vous imaginez que vous avez un laser par concept. Chaque laser éclaire votre prisme de ce concept. Et donc, vous imaginez, c'est d'ailleurs mon dessin de la première page de garde de mon livre, vous imaginez que vous avez 16 lasers qui éclairent vos 16 prismes, et ça converge au même point, ces 16 paquets d'ondes. Et donc, votre état, c'est la superposition de ces 16 paquets d'ondes conceptuels. C'est comme ça qu'on calcule l'état émotionnel de soi-même ou d'un autre. Et donc, est-ce que l'apprentissage, justement, de pouvoir modéliser et donc détecter dans lequel des 16 concepts on est à un instant donné, est-ce que c'est quelque chose qui nécessite une grosse formation ou est-ce qu'on arrive facilement à le ressentir? Ah ben c'est comme tout, c'est comme pour la table de multiplication et faire des calculs mathématiques plus tard. Il faut une phase d'apprentissage par cœur, comme pour la table de multiplication. Il y a 10 par 10 cases à apprendre par cœur. Ben là c'est pareil, il y a un socle à apprendre par cœur, à méditer ensuite pendant un certain temps, jusqu'à ce que ça devienne un réflexe, comme 7 fois 8 égale 56. Bim, on n'y réfléchit même plus en fait. Une fois qu'on a acquis ces connaissances mathématiques et qu'on les a suffisamment digérées, après ça devient un réflexe naturel. Et donc, pour commencer à maîtriser tout ça, est-ce qu'il ne faut pas commencer justement par mémoriser ces 16 concepts qui sont associés 2 à 2? C'est ça, exactement. Il faut apprendre par cœur la liste des 8 couples opposés. Et donc, je suppose que tu la connais par cœur. Ah bah, plus que par cœur. Et donc, quels sont les 16 concepts? Mais j'ai déjà dit tout à l'heure, au 2e postulat. Donc, on a le bien qui est opposé au mal. La paix. Paix, guerre, harmonie, chaos, amour, haine, justice, anarchie, science, art, sagesse, folie, destin, hasard. Bon, bah très bien, donc on voit que tu commences à maîtriser ta théorie. C'est déjà un bon début et merci pour cette interview. Merci.